j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau journal d'une lectrice. Alors, je suis désolée, mais je ne suis pas apprêtée, on va dire. En même temps, pas plus, pas moins que d'habitude. Mais c'était soit je m'apprêtais, soit je tournais, et j'ai préféré tourner. Je ne sais pas combien de temps durera cette séquence, puisque j'ai mon petit garçon qui dort à l'étage, et j'ai ma fille qui est avec son papa dans l'un de nos ateliers, qui est en train de me fabriquer un petit cadeau fait main pour mon anniversaire. Donc, je ne sais pas combien de temps elle va réussir à se canaliser sur cette activité. Mais je pense que voilà, d'ici peu de temps, je verrai sa petite frimousse sur l'une de nos fenêtres pour savoir si elle peut rentrer. Donc c'est pas grave, j'aviserai en fonction. Le programme de cette vidéo, ça va être de vous montrer mes dernières réceptions et de vous parler de mes avis lecture sur les livres que j'ai pu lire au mois de septembre et au mois d'octobre. Je vais essayer de condenser les 2 mois. L'objectif, c'est vraiment que j'essaie de rattraper un petit peu mon retard de tournage. Parce que si je continue de décaler comme ça, eh bien, je vais vous parler de mes lectures d'Halloween au mois de décembre et de mes lectures de Noël au mois de février. Et ça n'aura ni queue ni tête. Là, on arrive sur une période où voilà, j'ai quand même des lectures de saison et je veux que ça reste un minimum cohérent et que ça ait du sens pour vous au visionnage. J'ai reçu en envoi spontané La librairie des faux-semblants de Louise Fein aux éditions Hauteville. Je vous lis le résumé. Laissez-moi vous dire une chose, Célia Duchesne, vous avez tort de vous mettre ainsi des barrières. Des gens ordinaires accomplissent tous les jours des choses extraordinaires. Ne sous-estimez pas ce dont ils sont capables. 1962, le monde est au bord de la guerre nucléaire. La jeune Célia Duchesne travaille dans une librairie spécialisée en livres rares et anciens à Londres. Et son avenir semble déjà tout tracé. Jusqu'au jour où Septimus, un bel américain, s'intéresse à elle et lui ouvre des horizons insoupçonnés. Toutefois, le monde de Célia vacille lorsque des secrets familiaux datant de la Seconde Guerre mondiale remontent à la surface. Dès lors, elle n'a plus qu'un seul repère, Septimus. Mais peut-elle l'aimer sans crainte, quand l'imminence d'une apocalypse nucléaire jette un voile de suspicion sur chacun? Devenue malgré elle un rouage de la guerre froide, Célia doit déjouer la machine infernale où ennemis, alliés et traîtres ne semblent plus faire qu'un. La librairie des faux-semblants est un récit passionnant mêlant espionnage et romanesque avec pour toile de fond la guerre froide et la crise des missiles de Cuba. Voilà, si vous êtes fan clairement de romans historiques, je pense que peut-être que ce livre pourrait vous plaire. Ensuite, pareil, en envoi spontané, j'ai reçu Illuminé d'Audrey Dana de chez J.C. Lattès. Alors c'est rigolo parce que c'est un roman qui m'a été envoyé, comme je vous l'ai dit, spontanément, mais du coup à mon ancienne adresse. Alors que ça fait 3 ans que j'habite, qu'on a acheté cette maison avec mon conjoint. Donc ça veut dire que ça fait 3 ans que j'ai pas eu d'envoi de JC Lattès. Et donc je les remercie beaucoup pour cet envoi. Mais c'est vrai que ça m'a assez surprise. Heureusement, j'ai encore contact avec la personne qui habite maintenant où on habitait avant. Donc Audrey Dana, Illuminée, elle m'a fait une petite dédicace à l'intérieur. Cher Manon, dans cette Illuminée, on s'égare. C'est vrai, mais sans jamais se prendre au sérieux. Belle lecture. Quadragénaire survoltée, cartésienne malgré elle, mère au bord de la crise de nerfs, 4 enfants de 3 pères différents, Alice traverse une vie sentimentale en vrac. Jusqu'au jour où tout bascule. Allergie à une cacahuète, expérience de mort imminente. Et une mission confiée là-haut, trouver l'amour. Comment reprendre le cours de son existence quand on ne se reconnaît plus, que nos perceptions ont changé, que tout nous échappe? Comment réussir sa mission et enfin rencontrer l'amour? Entre vertige et illumination, rire et profondeur, Audrey Dana broche le parcours d'une femme en pleine métamorphose qui tente de faire la paix avec le pire et le meilleur de son humanité. Un roman plein d'espoir, de clairvoyance et de lumière. Alors, à mon avis, à la lecture du résumé, j'ai l'impression que c'est un roman qui peut paraître à première vue un peu décalé, un peu loufoque, déjanté, mais qui va mettre aussi, je pense, en avant certains chamboulements de la vie de femme. Vous voyez, quand elle dit reprend le cours de son existence quand on ne se reconnaît plus, ça je pense que ça peut parler à beaucoup de mamans qui se... Enfin, en tout cas moi ça me parle. En tant que maman, parfois on se perd un petit peu dans notre rôle de mère et au point où parfois on ne sait plus réellement nous qui nous sommes en tant que personne à part entière. Et je trouve que faire ce cheminement-là, de se retrouver, de savoir réellement qui on a envie d'être, quelles sont les valeurs qui nous portent et pas juste à trahir notre rôle de maman. Je trouve que c'est un cheminement, un processus qui est assez long et qui est parfois un petit peu douloureux, mais qui est nécessaire pour se retrouver. Donc je pense que sincèrement, derrière des airs un petit peu déjantés, vous voyez, l'allergie à la cacahuète, tout ça, derrière un petit air léger, je pense qu'il peut se cacher pas mal de vérités qui peuvent nous toucher. À voir.
Ensuite, pareil, en envoi spontané, j'ai reçu Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi, donc qui a été réédité aux éditions Flammarion pour fêter les 10 ans. Donc c'est l'édition collector. Je vais pas le relire, mais clairement, j'ai un petit sanctuaire, j'allais dire. J'ai un petit endroit dédié à Virginie Grimaldi dans ma bibliothèque. C'est la seule autrice qui a un petit endroit dédié dans ma bibliothèque. C'est elle qui m'a fait renouer avec la lecture il y a maintenant plus de 10 ans. Donc, je suis contente de pouvoir l'ajouter à ma bibliothèque. Ensuite, j'ai reçu de la part des éditions Robert Laffont, la collection La Bête Noire, le dernier roman de Karine Pitoki, donc qui est le 3e volet du Cozy Christmas Mystery, Le vol du Métropolis. C'est un tome 3, donc je ne vais pas vous lire le résumé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une saga de Cozy Mystery, donc écrite par Karine Pitoki, qui se passe toujours à Noël. Donc du coup, on a toujours un an en fait qui se passe entre chaque tome. Et clairement, moi, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je trouve que Karine a dû lire quand même beaucoup de Cozy Mystery, que ce soit les plus anciens, du Agatha Christie au plus récent. Et elle a su prendre vraiment le meilleur du genre dans chaque saga. Et elle l'a compilé dans sa propre saga en y mettant des personnages hyper attachants, vraiment réalistes, qui peuvent du coup parfois nous agacer, mais je dirais que c'est agaçant parce que nous, on est extérieur à la situation et que ça nous paraît parfois évident de faire certains choix. Mais nous-mêmes, si on était dans cette même situation, je sais qu'on ne pourrait pas forcément faire ces choix-là avec facilité. Bref, j'ai pas envie de m'égarer plus que ça, mais je trouve que vraiment les personnages pourraient réellement exister. Et ils sont hyper attachants, que ce soit les personnages principaux ou ceux qui gravitent autour d'eux. J'ai eu la chance d'avoir une petite dédicace de Karine, qui me fait toujours plaisir. Voilà, c'est une autrice que j'affectionne beaucoup, avec qui je parle assez régulièrement et pas forcément de livres. Et donc j'ai hâte de me plonger dans le tome 3. Il faut que je vois avec Lauriane si on le propose dans le Read Together de décembre, parce qu'on avait proposé le tome 1 et le tome 2 en décembre, du coup 2023 et 2024, dans le cadre du Read Together. Je ne sais pas si on proposera le tome 3. Je vais voir avec elle ce qu'il en est et puis je vous tiendrai informé. Ensuite, j'ai reçu un livre qui peut changer de ce que je vous montre ici, mais qui est quand même important pour moi. En tout cas, c'est quelque chose que je vais essayer d'intégrer dans ma vie quotidienne, bien dans mon cycle. Donc 60 recettes et conseils pour prendre soin de ses hormones. Voilà, donc ça c'est plutôt, je dirais, destiné aux femmes, mais ça peut être aussi destiné aux hommes qui ont envie de prendre soin de leur compagne, qui ont envie de leur faire à manger sainement en fonction de leurs besoins, en fonction de leur moment du cycle. Ça a été écrit par une naturopathe, Oriane Jurado, et par Camille Azoulay-Lelouch, qui a cofondé Funky, une marque qui revisite les produits du petit déjeuner en version 0 ingrédients bizarres. Voilà. Et il y a une préface du docteur Chantal Mellon-Galis, qui est gynécologue spécialisée dans les troubles de la fertilité. Il y a dans ce livre 60 recettes gourmandes adaptées à chaque étape, des outils de coaching pour se faire vraiment du bien. Alors moi, le terme coach, j'ai un peu beaucoup de mal, donc je ne vais pas épiloguer sur ça, parce que Oriane Jurado, pour être franche, c'est marqué naturopathe et coach. J'ai beaucoup de mal avec le mot coach. Aujourd'hui, on l'utilise un petit peu à toutes les sauces. Et étant moi psychologue, voilà. Déjà, le terme psychothérapeute, je l'ai digéré. Enfin, on a le droit d'être psychothérapeute. Il faut juste être au clair sur le fait qu'une psychothérapeute n'est pas une psychologue. Mais alors coach, je trouve que maintenant on l'utilise un petit peu à toutes les sauces et ça m'embête un petit peu parce que ça cache parfois des choses pas très fiables. Il y a également des recommandations naturelles et des témoignages inspirants selon les problématiques rencontrées, endométriose, syndrome des ovaires polykystiques, syndrome prémenstruel, aménorrhée, libido, etc. Voilà, je vous le montre parce que ça peut intéresser certaines d'entre vous. Voilà, côté réception, je pense que j'ai fait le tour. Je vais maintenant vous parler des dernières lectures. Alors, j'avais mis de côté en fait Le secret des agapantes, mais en ayant revisionné très rapidement ma dernière vidéo avant cette vidéo, eh bien je vous en avais parlé puisque c'était une lecture d'août et pas de septembre.
Donc, j'ai commencé le mois de septembre avec le tome 3 de la saga Les Filles d'Irlande de Santa Montefiore, qui est édité aux éditions Verso, qui est un label du Seuil. Et du coup, c'est les dernières heures des Deverhill. Alors, au début, j'étais persuadée, en commençant ce tome, que c'était le dernier, que c'était une trilogie, mais en fait, non. Il y a un tome 4 qui est à paraître, je ne sais plus quand, mais je crois que c'est dans pas très longtemps. De base, comme ça, je vous dirais décembre, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Mais toujours est-il que ce n'est pas le dernier tome, malgré le fait que le titre pourrait aussi nous faire penser à un dernier tome. J'essaie de chercher l'information, mais non, il n'y a pas l'information de la prochaine parution du tome 4. Je ne sais pas pourquoi. Spontanément, je vous dirais décembre. Donc, je vais rester sur mon intuition, parce qu'à mon avis, j'ai dû voir l'information sur... Ah bah si, elle est là. Découvrez en décembre 2025 le tome 4 de la saga Filles d'Irlande. Et je crois qu'il y a 5 tomes à cette saga. Et le tome 1 est à retrouver déjà en poche aux éditions Point. Donc clairement, cette saga, ça fait partie de mes sagas préférées maintenant. C'est un tome 3, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. Je peux juste vous dire que dans ce tome 3, on va avoir une combinaison assez dingue de toutes les informations distillées dans le tome 1 et dans le tome 2. Donc clairement, il faut les lire dans l'ordre. C'est une saga qui mêle saga historique, secret de famille, un peu parfois roman initiatique aussi pour certains personnages. Il y a de la romance aussi. C'est vraiment... je dirais que si vous avez aimé Les Héritières de Lovenhoff, j'allais vous dire si vous avez aimé les romans d'Anne Jacobs, mais en fait moi je les ai pas aimés. Le premier tome de cette saga-là, la première partie est très 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 lente. Et donc du coup ça m'avait fait beaucoup penser à La Villa aux étoffes d'Anne Jacobs. Et moi, j'ai arrêté la saga de la Villa aux étoffes au niveau du tome 2. Je crois que je l'ai abandonné, ce tome 2, parce que clairement, c'était beaucoup trop lent pour moi. Et il y avait aussi beaucoup de propos grossophobes, etc. Et les longueurs, pour moi, c'était plus possible. Dans le premier tome, sur la première partie, sur la première moitié de cette saga-là, on retrouve quand même quelque chose d'Anne Jacobs dans la longueur, etc. Mais pour autant, sincèrement, si vous êtes en train de lire le premier tome et que vous moulinez un petit peu, persévérez parce que derrière vous allez avoir un enchaînement d'actions qui est juste dingue. C'est une saga qui est hyper dynamique, il y a énormément de choses qui s'y passent, il y a beaucoup de personnages donc il faut un peu suivre. Mais c'est ce qui permet finalement qu'il y ait énormément de secrets de famille et où là dans le tome 3 vous allez être vraiment omniscient parce que dans le tome 1 et dans le tome 2 vous assistez à la révélation de certains secrets de famille, mais dans la dite famille, on va dire. Ça veut dire que tous les autres personnages ne sont pas du tout au courant de la révélation de ce secret. Vous allez avoir une deuxième famille où vous allez avoir des révélations de secrets, donc vous allez être au courant, mais pas la première famille. Et dans le tome 3, en fait, vous avez un petit peu de tout qui vient s'imbriquer. Et donc, du coup, il y a des secrets, des révélations de secrets que vous voyez arriver, les personnages pas du tout. Hein. Clairement, ils sont naïfs. En tout cas, vous les pensez naïfs. Mais vous savez plein de choses et vous vous dites oh, mais non, cette personne-là, elle peut pas lui faire ça parce qu'elle va comprendre plus tard qu'ils sont liés ou alors ils doivent se détester. Enfin, je peux pas trop vous en dire, mais sincèrement, je trouve que l'autrice, elle est hyper forte, elle a super bien pensé la manière d'écrire, la manière d'imbriquer les informations. Parce que moi, sur ce tome 3, je me suis vraiment régalée. J'avais vraiment l'impression de tout savoir avant les personnages et de dire oh là là, la catastrophe là, elle va arriver et quand le personnage va s'en rendre compte, ça va être ça va être une déflagration pour lui. Et du coup, on assiste à ça en fait. Donc il y a une tension un petit peu interne qui monte jusqu'à ce que le secret soit révélé et où on se dit oh là là, le pauvre. Enfin voilà. Moi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé et je pense que je peux dire que cette saga fait partie aujourd'hui de mes sagas préférées. Donc clairement, eh ben, foncez. Si vous aimez assez fréquemment les livres que je vous conseille, si on a un peu le même univers de lecture, ben, je ne peux que vous conseiller de lire ce livre, enfin de lire cette saga. Ensuite, j'ai lu L'Art du meurtre de Christelle Duchamp. C'est le dernier livre que je devais lire de l'autrice. Donc là, j'ai lu ces 5 romans sur l'année. Je suis contente parce qu'en janvier, j'ai découvert son dernier roman qui est Où tu seras reine.
Je vais pas vous le redire, mais je vais vous le redire quand même très rapidement. Lisez ce roman si vous aimez les romans d'ambiance, les huis clos, la tension psychologique, les profils psychologiques très détaillés, si vous aimez tout ce qui touche à la santé mentale, si vous aimez les plumes assez, enfin, très travaillées, assez singulières, si vous aimez les romans noirs, foncez. Vous devez le lire. Je l'ai juste à côté de moi. Parce que je viens de tourner un petit reel pour Instagram, donc voilà. Où tu seras reine, vous devez le lire. C'est pas une question, c'est pas une suggestion, hein, voilà. J'ai envie de dire c'est un ordre, mais vous savez que je suis pas comme ça. Mais si vous avez envie de passer un moment de lecture inoubliable, je vais pas peser mes mots. Lisez ce roman. Lauriane, si tu passes par là et que tu n'as toujours pas lu de ce roman, va falloir qu'on parle, parce que sinon notre amitié va devoir cesser, il faut que tu le saches. Donc tu m'as assez mis la pression pour lire Hunger Games, etc. C'est chose faite, j'ai réussi à lire des sagas complètes sous tes ordres. Donc maintenant, il va falloir que tu lises ce roman, pour le bien de notre amitié. Merci. Bref, j'arrête parce que je peux très très vite partir sur le ton de l'humour. Donc, L'art du meurtre de Christelle Duchamp, je vous lis le résumé et ensuite je vous dis ce que j'en ai pensé. Le corps de Franck Tardy, avocat à la retraite, est retrouvé dans son luxueux appartement du 16e arrondissement. Il a été torturé, mutilé, puis assis à une table dressée pour un banquet. Un crime de toute beauté. Dépêché sur place, l'équipe de la PJ découvre que l'homme, un collectionneur, fréquentait les clubs sadomasochistes de la capitale et que, malgré sa fortune, il était à court de liquidités. Quand le corps d'un autre amateur d'art dont la mort a été soigneusement mise en scène est retrouvé, le doute n'est pas permis. Un tueur en série est à l'œuvre. Pour le lieutenant Audrey Durand, cette enquête dans le monde de l'art contemporain sera-t-elle l'occasion de faire taire ses démons ou se transformera-t-elle en une plongée hypnotique aux confins de la folie? Ah, qui m'a fait du bien ce roman. Alors, c'est dingue parce que je trouve qu'à chaque fois que j'ai une panne de lecture, à chaque fois que je commence à avoir des difficultés à prendre plaisir à lire, ce qui m'embête clairement, je reprends plaisir à lire en lisant des romans noirs, thrillers, polars. Et là, je me dis, waouh, je dois pas être tout à fait, comment dire, saine d'esprit, mais c'est comme ça. Et je savais en lisant un roman de Christelle Duchamp que ça allait me faire repartir sur les chapeaux de roue en termes de plaisir. Et eh bien, il a rempli toutes mes attentes et c'était pas gagné parce que vraiment, quand je l'ai lu, j'étais en mode bah, si me plaît pas autant que j'en ai besoin, je pense que je vais vraiment faire une grosse pause dans mes lectures parce que je commence à lire pour dire de lire, pour combler un petit peu les temps de creux. Et j'aime pas ça en fait, je lis pas pour ça. Et donc du coup j'avais beaucoup d'attentes en sachant que je savais que c'était un roman qui promettait plutôt une plume classique et pas une plume comme Où tu seras reine. Du coup je me suis dit il faut vraiment que ce soit bien ficelé, il faut, enfin voilà. Et clairement j'ai adoré ce roman. Pourquoi? Alors dès les premières pages je savais que j'allais l'aimer parce que oui c'est fluide, oui c'est une plume qui peut paraître classique dans le genre thriller, polar, etc. Mais ça reste du Christelle Duchamp, c'est-à-dire que tout est étudié en amont. Là, l'art du meurtre, eh bien, je suis certaine qu'elle a passé des heures et des heures à se renseigner, à s'informer du monde de l'art, en fait. Et donc, sa première scène de crime, c'est... Moi, au début, je l'ai vue comme une nature morte. Et dans la manière dont c'était décrit, ça faisait vraiment nature morte. Bon, sauf qu'il y a un cadavre, voilà. Mais et chaque scène de crime va être détaillée en fonction d'un courant artistique et elle va donner, en fait, elle va distiller des informations sur ces courants artistiques sans que ce soit trop lourd, mais en aiguisant un petit peu, je trouve, notre curiosité. Moi, je me suis surprise à aller plusieurs fois sur Internet pour voir un petit peu de quel courant il s'agissait, de quel tableau elle parlait. Voilà, je me suis surprise à avoir envie en fait d'aimer, en tout cas de m'intéresser à ce qu'elle me proposait en dehors de la lecture, en dehors de l'intrigue policière, on va dire, en dehors de l'enquête. Donc ça, je trouve que c'est pas donné à tous les auteurs et autrices de polar thriller qui sont parfois trop focus sur
sur l'enquête et sur comment tirer les ficelles pour nous amener au meurtrier ou à la meurtrière, ou sur la Libye, etc. Je trouve que Christelle Duchamp, dans chaque roman qu'elle va écrire, il va vraiment y avoir tout un monde qu'elle va nous créer autour d'une thématique. Et ça, elle le fait hyper bien parce que je pense qu'elle doit passer énormément de temps à s'informer, ou alors c'est des hobbies, elle, qu'elle a personnellement, et du coup, elle a déjà énormément de connaissances là-dessus. Mais en tout cas, c'est toujours super bien fait, c'est jamais lourd. Il n'y a que dans le livre des souvenirs où, si on n'est pas du tout amateur de psychologie, il y a des passages qui peuvent paraître un petit peu, enfin, pas comme un pavé jeté dans la mare, mais qui peuvent être un petit peu théoriques. Mais pour moi qui suis dans la psychologie, je peux vous dire que les passages qui peuvent vous sembler un petit peu théoriques sont nécessaires pour donner un peu de réalisme aussi à son intrigue. Dans ce roman-là, donc, il va vraiment être question du monde de l'art et de collectionneurs. Et je me suis enfin, j'étais contente à un moment donné, je me suis dit, ah ah ah, je sais qui est derrière tout ça, c'est sûr. Et oui, j'avais trouvé, mais en fait, ben, on s'en fiche. Et là, je me suis dit, mais encore une fois, elle arrive à me surprendre. Encore une fois, je me suis fait avoir parce que là n'était pas la question de qui a fait quoi. C'était pas la question. Je vous dirai pas quelle était la question parce que sinon ça spoil un petit peu, je trouve. Enfin, c'est pas que ça va spoiler, mais ça va vous enlever le plaisir d'eux. Et du coup, j'ai pas du tout envie de vous enlever ce plaisir de dénouement final. Je me suis aussi assez attachée au lieutenant Audrey Durand. On sent qu'elle est pas bien, voilà, qu'elle a son sac qui est bien bien lourd, qui est chargé de choses qui lui appartiennent peut-être pas. En tout cas, il est temps qu'elle fasse un tri, il est temps qu'elle prenne soin d'elle. On sent qu'elle est au bord de la rupture et encore une fois, c'est bien fait. C'est pas lourd, c'est assez subtil et quand il y a des choses qui arrivent, on arrive quand même à être surpris. Et je pense que si on n'est pas du tout dans le métier de psychologue, etc., c'est des choses qui peuvent encore plus surprendre. Moi, en tout cas, j'ai quand même réussi à être surprise par une autrice que je pensais pouvoir dire enfin, je pensais pouvoir dire, non mais c'est bon, Christelle Duchamp, elle pourra plus me surprendre, c'est plus possible. J'ai lu 4 de ses 5 romans, elle m'a surprise à chaque fois. Là, c'est bon, je vais retrouver une manière de faire qui va me dire ce que je dois en penser tout de suite. Enfin, non, pas du tout. Encore une fois, elle me surprend. Donc, je suis contente et je peux dire que 2025, bien, ça aura été mon année de Christelle Duchamp. Ensuite, j'ai lu dans un tout autre registre Amber Falls de Alicia Garnier, qui est une romance Small Town qui a été éditée chez Nox, qui est un label de Albin Michel. On l'a lu dans le cadre du Read Together de septembre. Je vous lis le résumé, je vous dis ce que j'en ai pensé. Dans la petite ville d'Amber Falls, Julie Murray a deux certitudes. Elle déteste Tate Gray depuis qu'il lui a volé son rêve et elle doit absolument remporter le concours de pâtisserie locale pour sauver son salon de thé. Son seul obstacle, Tate lui-même. À croire qu'il met autant d'énergie à être en travers de sa route qu'à être scandaleusement séduisant. Difficile d'imaginer qu'ils étaient inséparables par le passé. Dans leur routine quotidienne de piques assassines et de regards noirs, Tate débarque avec la proposition la plus inattendue qui soit. Que Julie joue sa petite amie devant ses parents qui désespèrent de le voir se ranger. Plus absurde encore, il se pourrait bien qu'elle dise oui. Voilà pour le résumé. Alors ce que j'en ai pensé, j'avais pas énormément d'attentes sur ce roman. C'est Lauriane qui avait proposé de le lire dans le cadre du Read Together de septembre, parce qu'elle l'avait vu passer, elle avait vu pas mal d'avis dithyrambiques. À voir, c'était la lecture qu'il fallait lire à la rentrée. Et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, pourquoi pas. En plus, clairement, il était hyper agréable à lire. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous aimez les romans, ce roman devrait vous plaire à lire là, maintenant, puisqu'il se passe fin d'été, début d'automne. Donc il ne faut pas tarder à le lire. Si vous n'êtes pas une lectrice ou un lecteur saisonnier et saisonnière, bah, lisez-le quand vous voulez. Donc là, il va être question effectivement de Julie Murray qui voit revenir en fait Tate Gray qui était avant son meilleur ami quand ils étaient enfants. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'on a c'est un roman choral. On va avoir Julie et Tate
Julie, quand elle va parler, ça va être dans le présent, et Tate, quand il va parler, ça va être dans le passé. Et donc, du coup, on va pouvoir reconstruire leur histoire commune au fur et à mesure de la lecture, mais de manière entrecroisée. Et c'est ce qui va nous permettre eh bien, d'imbriquer les informations qui vont nous permettre de comprendre pourquoi ils en sont arrivés là, pourquoi aujourd'hui ils sont pas les pires ennemis, mais pourquoi ils ne s'entendent plus alors que clairement c'était un binôme de choc quand ils étaient enfants, ils étaient vraiment inséparables. Tate faisait presque partie intégrante de la famille de Julie. Je peux vous dire plein de choses, mais j'ai pas envie de vous spoiler, donc je vais faire attention. J'ai bien aimé le binôme Julie et Tate. On sait où ça va venir. On voit bien les tropes arriver, et ça, c'est pas un problème. Moi, j'ai bien aimé le côté outsider de Julie, c'est-à-dire qu'elle a une famille qui peut sembler atypique dans cette petite ville, puisque elle vient d'une famille écossaise, donc ils sont roux. C'est sa grand-mère, je crois, qui tire les cartes. Sa mère, elle a un salon de, de, elle a une librairie de livres anciens. Enfin bref, en fait, ils ont une entreprise familiale où chacune a une petite activité. Et donc, du coup, il y a un côté très ésotérique à cette famille. Ils sont un peu vus comme des sorcières. Et ça n'a pas été très exploité. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu une lecture de saison, parce que tout ce qui est sorcellerie, etc., ça fait très automnal. Mais pour autant, c'est pas une thématique centrale dans le roman. La thématique vraiment centrale, ça va être la relation entre Julie et Tate, et ça va également être l'amour de ces deux personnes, de ces deux personnages pour la pâtisserie et ce qu'ils vont en faire plus tard. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les liens intergénérationnels, puisque Julie est très attachée à sa mère et à sa grand-mère. Elle est également très attachée à la grand-mère de Tate, chez qui elle habite d'ailleurs. Tate va être également très attaché à sa grand-mère, et il va y avoir beaucoup de passages où on parle vraiment de transmission en fait familiale, et ça j'ai vraiment apprécié. Par contre, il y a un trope que j'ai pas, auquel je suis pas très sensible, et c'est le même que dans les frères Scott ou dans certaines séries télévisées, où je me dis mais à quel moment ça c'est censé être sexy. Je ne vous en dis pas plus parce que ça pourrait spoiler, j'ai pas envie de ça. Mais voilà, c'est pas une lecture qui va me marquer à vie, même sur l'année, là je pense que je vais l'oublier. Mais j'ai vraiment passé un bon moment, c'était vraiment cocooning, ouais, c'était divertissant, et le fait d'avoir lu dans le cadre du Read Together, on a pu pas mal en discuter. Il y a des personnages vraiment attachants, notamment la grand-mère de Tate. La relation aussi entre la grand-mère de Julie et la grand-mère de Tate, ce sont deux amies euh, alors qui sont diamétralement opposées, puisque la grand-mère de Tate est très croyante, alors que la grand-mère de Julie, eh bien, elle pratique les cartes, etc. Mais ce sont deux femmes qui sont loyales l'une envers l'autre, qui ont tracé leur chemin ensemble, et que rien ne peut séparer. Voilà, il y a un petit moment qui est assez triste dans le roman, mais de manière générale, c'est un roman qui va vous divertir. Ça a été une bonne lecture, pas inoubliable, mais une bonne lecture. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais tenter de terminer cette vidéo. Comme vous avez pu voir, j'ai dû arrêter la séquence précédente de manière assez brutale, on va dire. Rien de grave, c'est juste que mon fils était réveillé et ma fille avait envie du coup qu'on passe du temps ensemble. Donc je vais reprendre où j'en étais. Je suis désolée aussi pour le changement de cadre. Mon fils m'a cassé mon trépied. Voilà, donc il va falloir que j'en rachète un autre, il va falloir que j'investisse. Avant de poursuivre dans mes avis lecture, je vais vous parler d'une réception papeterie. C'est une réception qui me vient de Mathilde Garcia, qui est une illustratrice lyonnaise qui fait imprimer tous ses produits dans une imprimerie, il me semble, à Lyon. Tout est fait en France, de la réflexion jusqu'à la conception. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer une petite réception qui comporte des marque-pages, un petit carnet, des cartes postales et un petit puzzle. Donc je suis trop contente. Donc j'ai reçu 2 marque-pages, je vous en montre un, l'autre est à l'étage.
Voilà, c'est des produits de sa nouvelle collection, de sa collection d'automne. Je trouve que cette collection, elle est hyper gourmande, hyper réconfortante. Si vous aimez vraiment ce côté cosy d'automne, je pense que vous allez clairement vous y retrouver. Donc elle m'a offert un deuxième marque-page qui est à l'étage. Elle m'a également offert ce petit carnet de 32 pages. C'est feuille blanche. Donc clairement, vous pouvez y faire tout ce que vous souhaitez. C'est fait avec du papier recyclé. Elle m'a offert 3 magnifiques petites cartes. Donc c'est tout ce que j'aime. La gourmandise, les couleurs aussi très automnales, et puis les petits bouquets de fleurs. Et elle m'a également envoyé un petit puzzle de, 99 pièces. Et c'est en collaboration avec la marque Oléo Puzzle. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque de puzzle que j'aime beaucoup. J'ai fait un puzzle dernièrement de cette marque et j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est une personne, alors je crois qu'elle est en Belgique, mais je ne suis pas sûre, qui travaille avec des illustratrices francophones. Et clairement, j'adore. Enfin, si vous ne connaissez pas cette marque et que vous aimez les puzzles, eh bien, foncez. Donc, un grand merci, Mathilde, pour cet envoi. C'est toujours un plaisir de voir les collections que Mathilde imagine. Si vous ne la connaissez pas, allez voir sur son compte Instagram. Là, en ce moment, elle propose, je crois, c'est une illustration par jour. Sincèrement, c'est magnifique à chaque fois ce qu'elle fait. Je crois qu'elle a aussi une chaîne YouTube où elle montre un petit peu son atelier. Je vous mettrai en barre d'infos son e-shop si ça vous intéresse. Donc j'en étais à mes avis lecture quand j'ai dû vous laisser. J'allais vous parler du roman Les Possibles de Virginie Grimaldi. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. Juliane n'aimait pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle, à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du hard rock à fond, tapisse les murs de posters d'indiens, égare ses affaires, cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de Jean s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence, il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Donc, vous l'aurez compris, on va suivre Juliane qui, finalement, accompagne son père dans un moment de vie qui n'est pas forcément simple, puisque on va assister à la perte d'autonomie de Jean qui a mis le feu à sa maison et qui va venir vivre chez sa fille. Et cette cohabitation va mettre en avant le fait que c'est pas simplement un accident domestique, c'est le reflet d'une détérioration cognitive. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il s'agissait d'une personne qui avait la maladie d'Alzheimer. Donc oui, ici, Virginie Grimaldi va parler du lien qu'elle a avec son père et du fait que son père était atteint d'une pathologie neurodégénérative. J'ai lu beaucoup de chroniques sur ce roman qui mettent en avant le fait qu'il s'agisse d'une maladie d'Alzheimer. C'est pas une maladie d'Alzheimer ce que présente Jean dans ce roman. C'est plutôt une pathologie vasculaire qui va évoluer vers une démence vasculaire, mais ce sont deux processus neurologiques complètement différents. Je tiens à le préciser parce que c'est pour le coup mon domaine d'expertise et du coup ça veut dire que les zones cérébrales qui sont touchées ne sont pas les mêmes et le profil cognitif qui en découle ne va pas être le même dans les premiers stades, même si on observe quand même qu'en fin de pathologie, sur les pathologies qui sont à des stades très évolués, il y a un regroupement en fait des symptômes qui fait qu'on ne parvient plus à savoir finalement de quel type de maladie il s'agissait au départ. Donc ce que j'ai aimé, alors ce ne sera pas mon préféré de Virginie Grimaldi, même si j'ai beaucoup aimé la lecture. Mon préféré, ça restera Et que ne dire que les moments doux. Dans ce roman, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Virginie Grimaldi, elle met en avant donc ce deuil blanc. Un deuil blanc, c'est quoi? C'est le fait de voir l'autre commencer à s'évaporer,
à partir petit à petit, alors même que le corps est encore là. C'est faire le deuil d'une personne qui n'est pas décédée, mais dont la personne en tant que telle est en train de partir. Donc, c'est ce qu'on observe par exemple dans le cadre des processus neurodégénératifs. Donc, c'est ce thème-là qui est abordé, mais avec beaucoup de... Alors, toujours beaucoup de justesse et de sensibilité, mais aussi avec une certaine légèreté, c'est-à-dire que elle parvient toujours à mettre en avant qu'il y a toujours un côté lumineux malgré les épreuves qu'on traverse. Et c'est ça, je trouve, qui est mis en avant dans le roman. Oui, Juliane, elle va passer par des étapes qui sont difficiles. Elle va devoir accepter le fait que son père n'est plus tout à fait celui qu'il était. Mais elle va aussi très rapidement réagir à ça de manière hyper positive en donnant de l'importance au moment présent et en prenant ce qu'il y a à prendre en fait, tout simplement, et en repoussant un petit peu les limites des possibles. C'est un roman, donc alors c'est pas enjolivé parce que peut-être que c'est ce que Virginie Grimaldi a vécu, j'en sais strictement rien, mais il y a quand même une certaine légèreté qu'on retrouve pas forcément dans la vie réelle, dans le sens où quand on est en situation de proche aidant, comme l'est Julienne avec son père, ce qu'on observe souvent chez les familles, c'est qu'il y a un certain épuisement qui se met en place assez rapidement. C'est difficile de voir le positif dans ces situations-là. Mais Jean et Juliane, en fait, ce sont mes passions du quotidien. Et c'est vrai que ce que j'en retire de mon expérience de professionnelle de plus de 10 ans, c'est que oui, dans certains cas, les liens se renforcent et l'amour est présent et ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est surtout beaucoup de tristesse et beaucoup d'épuisement qui en ressort de ces situations-là. Donc, ce roman, c'est pas forcément le reflet de la réalité, mais ça met quand même en lumière des valeurs qui sont importantes. Et voilà, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a bien divertie. Et j'avais l'impression d'être au boulot sans être au boulot, on va dire. Ensuite, j'ai lu Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Donc ça, c'est un livre que m'avait offert Lauriane du compte Cocon littéraire euh, pour, pour Noël l'année dernière. Et je m'étais dit qu'il fallait... j'avais envie en fait de lire tous les livres qu'elle m'avait offerts dans mon calendrier de l'Avent de Noël avant le prochain Noël. Donc voilà, je voulais le résumer, je vous dis ce que j'en ai pensé, même si clairement j'ai l'impression d'être la dernière de l'univers à avoir lu ce livre. Daisy Jones and the Six, le groupe de rock le plus mythique de tous les temps. De leur début dans les bars miteux d'un Sunset Strip écrasé de soleil californien à la gloire, leur histoire est celle d'une ascension fulgurante. C'est aussi celle de Daisy Jones, l'icône ultime. Mais le 12 juillet 1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n'a jamais su pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui. Musiciens, fans, managers, amants, gardiens d'immeubles, ils ont tous été les témoins de cette histoire. Mais 40 ans plus tard, chacun a sa propre version de la vérité. Alors, ce roman, il me faisait vraiment peur parce que j'en avais vu des avis dithyrambiques de tous les côtés sur les réseaux et de moi-même, je n'y serais jamais allée. Et quand Lauriane me l'a offert, elle m'a dit qu'elle avait vraiment adoré. On a toujours, vraiment 99% du temps, on a toujours le même avis. Donc j'ai commencé ce roman en ayant un petit peu peur d'y aller, mais en même temps, je me suis dit, bon, si Lauriane a aimé, je devrais aimer. Du coup, ça a créé un petit peu d'exigence de mon côté. Et en même temps, j'en avais parlé avec Odessa qui m'avait dit vraiment ne laisse pas ce roman dans ta pile à lire, c'est vraiment une petite pépite. Et ce roman, je l'ai commencé à un moment où je n'avais pas forcément le temps de lire et pourtant je l'ai lu en 2 jours, j'ai créé du temps. Alors pourquoi je n'avais pas forcément le temps de le lire, c'est que à ce moment-là, j'étais en train d'organiser un gros congrès de neuropsy où on attendait plus de 400 personnes, enfin c'était sur 3 jours, c'était assez costaud. Et j'ai trouvé le temps. Voilà, j'ai créé des bulles, des failles spatio-temporelles pour pouvoir lire ce roman. Ça s'articule en interview. Et on ne sait pas qui interviewe tous les membres de l'équipe. On va le savoir à la fin, aux 3 quarts, on va dire. Et j'ai beaucoup aimé
avoir cette révélation-là. Donc oui, c'est sous format d'une interview et du coup, ça rend les choses hyper dynamiques parce que tous les membres du groupe sont interviewés. Je crois qu'il y a aussi le manager. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont interviewées et on ne s'y perd pas. C'est ça qui est assez magique, c'est que les personnes intègrent l'interview au fur et à mesure. Et donc, du coup, au début, on a vraiment les deux frères qui ont commencé à constituer le groupe, puis Daisy Jones, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, j'ai sincèrement adoré, ça a été un vrai coup de cœur. J'avais vraiment l'impression que ce groupe, Daisy Jones and the Six, existait. Euh, J'avais l'impression vraiment d'assister à la création d'un vrai groupe de rock. J'y ai retrouvé cette ambiance rock'n'roll avec bah, toutes les dérives que ça entraîne, la consommation de drogue, la sexualité un petit peu débridée, cette conception aussi de fan club, de groupie, et de souffrance en fait, et de souffrance de ces êtres humains qui sont propulsés dans une popularité qui les dépasse complètement, où ils savent plus vraiment qui ils sont et où ils n'arrivent plus vraiment à distinguer leur personne de leur personnage. Et moi, j'ai sincèrement adoré. Alors, il me semble qu'il y a eu une série adaptée au roman. Peut-être que je la regarderai, vraiment pour me replonger dans l'ambiance, parce que j'avais vraiment l'impression d'être à leur concert. J'avais l'impression d'être là quand ils créaient une nouvelle chanson, que ce soit en termes de paroles ou en termes d'instruments, enfin d'accords musicaux. J'avais l'impression d'être là quand il y avait des conflits, quand il y avait des... Je peux pas trop vous en dire, mais quand il y avait des choses beaucoup plus personnelles qui se jouaient. Voilà, j'ai tout apprécié, j'ai beaucoup aimé ce roman. Et je pense que je peux le dire maintenant à distance, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai également lu Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille. Alors pour le coup, j'ai envie de tout lire de l'autrice. Ça, c'est du fantasy. Ouais, je pense qu'on peut dire même que c'est de la dystopie, je sais pas trop. Bon, en tout cas, c'est de la fantasy. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, parce que c'est un monde qui n'existe pas, avec du coup bah ouais, je pense que c'est de la dystopie en fait. C'est un univers où il y a des castes, etc. Donc à la base, c'est pas mon univers de prédilection, c'est pas mon genre de prédilection, mais je me dis c'est Marie Vareille, donc j'ai envie de tester. Je l'ai lu du coup avec Lauriane et Alexia. Je vous donne le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. Elia est une passeuse d'âme, un être sans émotion. Elle doit exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société, vieux, malades, opposants. Mais un jour, elle ne parvient plus à obéir aux ordres et s'enfuit dans la région la plus déshéritée du pays, là où les passeurs d'âmes sont considérés comme les pires ennemis. Au plus profond d'immenses mines à ciel ouvert, Elia découvrira, telle une pépite, une destinée qui la dépasse. Après un enchaînement d'éternuements, je reprends. Je vous disais donc que je lisais ce roman à la base pour retrouver la plume de Marie Vareille, qui est une plume que j'aime énormément. Je la trouve très singulière, hyper bien travaillée. C'est, je trouve, une autrice qui mêle vraiment les genres, qui amène pas mal de dynamique à travers les plot twists, etc. Là, dans cette saga-là, en tout cas dans ce premier tome, c'est une plume qui est beaucoup plus classique. Clairement, si vous m'aviez demandé de lire ce roman sans me dire qu'il était écrit par Marie Vareille, je n'aurais pas su identifier l'autrice. C'est un premier tome, donc moi j'ai ressenti quand même pas des longueurs, mais un rythme qui était assez plat. C'est un ressenti qui est hyper personnel parce que les deux autres personnes avec qui j'ai fait cette lecture commune n'ont pas du tout ce même ressenti. Pour autant, je me suis vraiment attachée à Elia. J'aime la quête là qu'elle est en train de mener. Il y a vraiment quelque chose dans la veine d'Hunger Games, pardon, qui se joue avec Elia et le lien qu'elle a avec sa sœur. Il y a aussi un côté un peu The Prison Healer dans ce roman-là, si vous avez lu ces deux autres sagas. Euh, J'attends de voir le deuxième tome. Je pense qu'on va poursuivre je pense qu'on a fixé une date sur la lecture du tome 2 à la semaine prochaine. Donc, il faut que je me procure le tome 2. Je suis curieuse de voir la suite. Pour l'instant, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une lecture qui m'a marquée. Là, j'aurais même du mal à vous en parler dans les détails, même si je me souviens bien de ce côté un petit peu
la fille élue, celle qui a une quête identitaire, où il y a beaucoup de secrets de famille autour d'elle, où elle va avoir très vite un partenaire. Il y a aussi une notion de found family dedans qui est assez sympathique. Mais voilà, pas un coup de cœur. J'attends de voir la suite, savoir si je lirai le tome 3 ou pas. Ensuite, j'ai lu, dans un tout autre genre, Après elle, d'Ariane Bois. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. Votre sœur a été victime d'un grave accident et transportée à l'hôpital. Le mieux serait que vous vous rendiez à la Timone le plus rapidement possible. Lorsque Laurie arrive à Marseille par le premier train, elle pense retrouver son beau-frère, qui lui expliquera ce qui est arrivé à Clotilde. Mais à l'hôpital, une toute autre vérité l'attend, sidérante. C'est Bruno, le mari amoureux, le père attentionné, qui a agressé sa femme, jusqu'à la tuer. Sous le choc, Laurie décide d'accueillir chez elle ses deux nièces, Manon, qui, du haut de ses 8 ans, a assisté au crime paternel, et Roxane, une adolescente en pleine révolte. Mais comment élever deux enfants traumatisés, rongés par le chagrin et la rage? Comment se reconstruire, reformer une famille? Comment vivre avec le vide? Les questions incessantes. Voilà. Alors, ce roman, j'y suis allée en ayant quand même un petit peu peur. Je me suis dit, oh là là, la thématique du féminicide avec le fait que derrière, on laisse deux enfants orphelines de leur maman et en même temps de leur papa parce qu'elles peuvent plus avoir le même regard qu'elles avaient sur leur père après ce féminicide. Ça va être quelque chose de compliqué. Alors la lecture, je dis pas qu'elle a été dénuée d'émotions, mais j'ai pas été autant bouleversée que ce que je pensais. Pour autant, ça a été une très très belle lecture. C'est une lecture qui s'attache davantage à l'après. Je trouve que ça met vraiment en avant, j'allais dire en valeur, ça met vraiment en avant la complexité autour de cette notion de féminicide. On est souvent focalisé sur l'instant où il y a l'acte, où il y a la bascule du point de non-retour. Là, dans ce roman, à travers le fait que chacun s'interroge sur le fait que, est-ce qu'il y a eu des informations qui auraient pu mettre la puce à l'oreille de cette violence non identifiée en amont du féminicide, à travers tous ces questionnements-là, eh bien, il va être question effectivement de la maltraitance en fait psychologique qui ont amené finalement à ce féminicide et qui n'avaient pas du tout été identifiés. Donc on parle, oui, de l'avant, de ces choses un petit peu insidieuses, invisibles, de l'emprise aussi, de ce qui a déclenché ce féminicide. On parle aussi de cet instant T avec l'une des enfants qui est sur place. Et on va beaucoup, surtout, parler de l'après. Parce qu'un féminicide, ça tue une personne, mais ça détruit toute une famille. Et c'est assez complexe dans la reconstruction de ceux qui restent, parce que ces enfants ont perdu leur mère, certes, mais elles ont aussi perdu une partie de l'amour qu'elles avaient pour leur père, et l'amour qui reste, eh bien, les met un petit peu en porte-à-faux par rapport à l'amour qu'ils ont pour leur maman. J'ai trouvé ça hyper intéressant aussi en termes de reconstruction de ces enfants qui sont complètement anéantis, qui n'ont plus du tout la notion de sécurité dans la famille. Comment reconstruire cette confiance en l'autre, puisque les personnes en qui on avait le plus confiance peuvent arriver à ce genre d'acte, en qui pouvons-nous réellement avoir confiance? Et puis tout ce qui est reconstruction sur la projection dans le futur en fait. Comment on peut avoir de nouveau des projets, comment on peut retourner au lycée, comment on peut continuer de vivre finalement après un tel drame. Il va aussi quand même être question un petit peu de cet après, dans le terme administratif aussi, tout ce qui doit être mis en place. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que ce fameux Bruno, qui est à l'auteur de ce féminicide, essaye de prendre contact avec ses filles, etc. Et donc du coup, on va voir l'ambivalence qu'il y a dans sa tête et un petit peu les techniques de manipulation dont qu'il va mettre en œuvre pour pouvoir de nouveau gagner l'estime de ses enfants.
Et puis, il y a aussi la famille Bruno. Comment réagir quand votre fils est auteur d'un féminicide? Est-ce qu'on le responsabilise ou est-ce qu'on va choisir de se protéger, de protéger son enfant et du coup de faire basculer la responsabilité sur celle qui est morte parce que peut-être qu'elle le méritait en fait, hein. Bien sûr que non, elle ne le méritait pas. Personne ne mérite de mourir sous les coups. Personne ne mérite même d'être victime de violences, que ce soit physique, morale ou sexuelle. Mais voilà, c'est un livre qui montre bien la complexité de ces événements-là, même si de prime abord, on aimerait dire, c'est simple, il est coupable, point. Oui, bien évidemment, ça, on ne le remettra jamais en question. Mais il n'est pas coupable que de ça. Il n'est pas coupable que de cet acte-là. Il a été coupable bien avant de plein d'autres choses et il est aussi responsable de toutes les conséquences collatérales qui seront là à vie en fait pour le reste des personnes qui sont encore présentes. Et ça va des enfants, ça va de la sœur, ça va des parents, de la victime. Enfin, voilà, c'est tout un microcosme finalement qui explose complètement. Donc j'ai beaucoup aimé ce roman que j'ai trouvé vraiment percutant, nécessaire et complètement d'actualité malheureusement. J'ai également lu, encore une fois dans un tout autre genre, Crazy Spooky Love de Josie Silver. Je vous lis le résumé. De génération en génération, la famille Bittersweet est devenue une véritable institution dans la petite ville de Chapelwick pour ses services de communication avec les morts. Mais contrairement à sa mère et à sa grand-mère, Mélodie a plus envie de se débarrasser des fantômes que de transmettre leur message. Le jour de ses 27 ans, elle décide de fonder sa propre agence, la Brigade des chasseuses de fantômes. Avec l'aide de Marina, sa meilleure amie, elle s'attelle à sa première mission, et pas des moindres. Libérer une maison des esprits de 3 frères coincés là depuis des décennies, et élucider un meurtre commis plus d'un siècle plus tôt. Entre Léo Dark, son petit ami et désormais concurrent, Fletcher Gunn, un journaliste très agaçant, et Douglas Scarborough, un jeune fantôme au charme irrésistible, difficile pour Mélodie de garder les idées claires. Un roman addictif plein d'humour et de suspense sur la famille, l'amitié, le désir et l'amour qui vous fera fondre. Donc c'est un roman, du coup pour le coup, qui est dans le genre plutôt fantastique, puisque c'est contemporain, hein, c'est dans notre monde réel, mais on va être sur une famille qui a des dons enfin voilà, pour voir les esprits de personnes décédées. Un don qui se transmet de génération en génération et eh bien Mélodie, la dernière de la génération, a envie un petit peu de s'émanciper de sa famille et a plutôt envie, plutôt que d'écouter les esprits, eh bien de les chasser. Et donc avec sa première mission, donc elle s'émancipe, elle crée son entreprise et sa première mission, eh bien c'est de chasser les fantômes dans une demeure qui doit être vendue pour devenir un EHPAD. Donc c'est un établissement d'hébergement pour personnes âgées, dépendantes. Et du coup, elle arrive dans cette demeure et plutôt que de chasser les fantômes, finalement, elle va quand même devoir les écouter pour comprendre pourquoi ils sont bloqués actuellement dans cette demeure dans laquelle ils ont vécu il y a bien des années en amont. Et eh bien, elle va rencontrer 3 frères qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de secrets, qui sont vraiment en conflit. J'ai pas envie de vous spoiler, de vous dire pourquoi ils sont en conflit. Elle va devoir, comme le dit le résumé, élucider un meurtre. Et donc, du coup, elle va utiliser le fait qu'elle puisse parler aux fantômes. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le dis, qu'elle puisse parler aux esprits. Mais elle les voit. Enfin, c'est un peu comme dans la série Ghost Whisperer. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette série-là, qui date des années 2000-2010 peut-être. Elle voit vraiment leur corps comme ils étaient quand ils sont décédés, à l'âge où ils sont décédés. Et donc, elle peut leur parler comme vous pourriez me parler. Et donc, à travers les informations que chaque fantôme va donner, ils sont plus ou moins collaboratifs, elle va pouvoir potentiellement élucider un meurtre. Et c'est le fait qu'elle puisse élucider ce meurtre qui va permettre aux esprits d'être libérés et du coup à la maison de ne plus être habitée par ces esprits. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était très léger, c'est très cosy, c'est assez gourmand aussi. Il y a pas mal de moments où Marina, la meilleure amie de Mélodie, arrive avec des gourmandises faites par sa grand-mère.
Il y a le trio là, enfin, avec Mélodie et Marina, il va y avoir un garçon et c'est l'équipe en fait qui va mener cette fameuse chasse aux fantômes. Ce petit trio, il est vachement sympathique. Il y a aussi un petit côté, je trouve, famille Adams, avec le fait que la dernière de la famille veuille s'émanciper de la famille et que les matriarches, que ce soit la mère ou la grand-mère, soient assez intrusives, un petit peu, ouais, à toujours fouiner là où elles ne devraient pas. Mais bon, pour autant, c'est beaucoup plus cosy que la famille Adams, c'est beaucoup moins dans le mode gothique. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi une sorte de, si on peut dire, de triangle amoureux qui a une place pas forcément au premier plan, mais voilà, il y a une trame de fond dans le domaine de la romance que j'ai aussi bien apprécié. Voilà, c'était une lecture sympa. Je pense que vous pouvez vous la mettre de côté. Par exemple, pour Halloween, si vous avez besoin. Donc là, Halloween est passé, mais l'année prochaine, si vous avez envie d'une lecture, ouais, dans l'esprit des fantômes, tout ça, mais sans vous faire peur, toujours passer un bon moment avec un petit plaid et une tasse de thé, clairement, je pense que cette lecture est faite pour vous. Enfin, le dernier livre que j'avais envie de vous présenter, c'est Le mensonge de trop de Shari Lapena, qui a été édité, enfin paru, pardon, qui est paru aux presses de la Cité. Médecin réputé et père de famille exemplaire, William Wooler est en apparence irréprochable. Pourtant, l'amour a déserté son couple et il se console dans les bras de Nora, une voisine. Cet après-midi-là, quand sa maîtresse le quitte et qu'il découvre que sa fille a été expulsée de la chorale, William sort de ses gonds. Quelques heures plus tard, la fillette disparaît. Dans sa petite ville peu habitée, aux sombres faits divers, William n'est pas le seul à avoir des secrets à cacher. Et très vite, les témoignages recueillis par la police se contredisent. Avery aurait un petit ami plus âgé. Avery aurait été vu dans la voiture d'un voisin. Mais où est la vérité? Et surtout, où est passé Avery? Alors, ça faisait un petit... Ah ben en fait, il est là, regardez, le deuxième marque-page de Mathilde. Hop, comme ça, vous le voyez. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Ça faisait un petit moment que j'avais pas lu de thriller domestique et Shari Lapena, elle est assez connue dans le genre et en fait j'ai passé un bon moment. Je trouve que la plume elle reste quand même hyper classique. Y a pas, ça va pas être ma lecture de l'année, mais si vous cherchez des thrillers psychologiques à lire de temps en temps, qui font pas peur, qui voilà, ça je trouve que c'est un bon exemple. J'ai passé un bon moment. Vous le savez, dans les thrillers domestiques, je trouve que il y a toujours une tension ambiante. L'autrice ou l'auteur essaie quand même toujours de nous faire douter un petit peu tout le monde. Bah là, c'est exactement ça. C'était un petit peu à la Desperate Housewives où tout le monde regarde un petit peu derrière la fenêtre, derrière son rideau pour savoir si les voisins sont auditionnés ou pas. En fonction de qui est auditionné ou pas, eh bien chacun y va de son hypothèse. Il y a des appels secrets pour dénoncer tel ou tel fait. Enfin, et du coup, on se demande ben, si l'un dénonce quelque chose, est-ce que c'est pas parce qu'il a une forme de culpabilité par rapport à ce qui s'est passé? Donc on finit par douter de tout le monde. La petite notion de réseau cancan là, qu'on peut voir dans les petites villes est bien mis en avant. Donc moi j'ai bien apprécié. Et ce que j'ai apprécié aussi, c'est le fait que Avery, cette petite fille qui est actuellement disparue, eh bien, elle soit pas toute lisse, c'est-à-dire que on n'a pas d'attachement envers Avery, même si ce qui lui arrive c'est horrible, elle est portée disparue, on ne sait pas du tout où elle est. Mais en fait, Avery, c'est une petite tête à claque. Elle manipule beaucoup, elle ment, elle est pas gérable. Enfin voilà, c'est une enfant qui est vraiment compliquée, qui pose beaucoup de problèmes à ses parents. Et du coup, on en vient à se demander qui pourrait tirer bénéfice de son absence. Un peu tout le monde, mais du coup, qui pourrait tirer le plus de bénéfice de son absence? Et c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que pour une fois, je trouve, la victime n'est pas toute lisse, la victime, elle n'est pas attachante. Et du coup, moi, j'en suis presque même venue à me dire, ben, si on la retrouve et qu'elle est plus en vie, ben, j'aurais pas d'émotion, enfin, je serais pas, c'est pas que je serais pas triste, mais c'est c'est pas là finalement ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi finalement le mobile de cette disparition, mais qu'importe un petit peu ce qui lui arrive, alors que d'habitude, ben voilà, dès que ça touche aux enfants, moi c'est un vrai sujet.
Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. Encore une fois, ce ne sera pas ma lecture de l'année, mais j'en garderai, je pense, un bon souvenir. Et je pense que c'est un livre que je pourrais conseiller à mon entourage si la personne est en recherche d'un thriller domestique assez classique. Voilà, j'ai aussi lu Absolu, le tome 1, je crois que c'est Les Mobilisés, de Margot Dessen, je crois, ou quelque chose comme ça. J'ai pas, je l'ai lu en liseuse, donc j'ai pas ma liseuse là. Je vais pas en parler parce que en fait j'ai pas forcément apprécié ma lecture et je préfère prendre le temps d'échanger sur les lectures que j'ai appréciées. Mais voilà pour les lectures de septembre et octobre, je pense. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous propose de vous montrer très rapidement ma pile à lire de novembre. Comme ça, je pourrais clôturer cette vidéo. Alors, on est je vous l'ai pas dit, c'est vrai, on est le 6 novembre, je crois, ou le 7. Bon, bref, ça n'a pas d'importance. Donc là, il y a à peu près une semaine qui s'est déjà passée en novembre. Donc j'ai commencé ma pioche à lire de novembre. Je l'ai commencé avec Ici s'arrête le monde de Barbara Abel, qui est sortie aujourd'hui. Donc on est le 6. On est le 6 novembre. Je vous lis le résumé, mais je vous dirai pas ce que j'en ai pensé. Je vous en parlerai à la prochaine vidéo. Un samedi de septembre, les courses, un anniversaire à préparer, les frictions ordinaires d'une famille recomposée, puis, soudain, les explosions. Bruxelles bascule dans le noir. Pour survivre, Hélène, Raphaël et leurs 3 enfants doivent quitter la ville dévastée. Avancer comme un clan. Pour échapper aux bombes, il faut rester unis. Mais quand les failles de chacun s'invitent au cœur de cette famille, l'ennemi n'est pas toujours au dehors. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, c'est quelque chose d'assez on va dire, anxiogène. On peut parler de roman noir. Récamier noir, en plus. Donc voilà, ouais, c'est paru aux éditions Récamier. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit. Je l'ai reçu du coup un petit peu avant la parution. Donc merci aux éditions Récamier. Je vous dirai ce que j'en ai pensé dans la prochaine vidéo. Mais voilà, ce livre faisait partie de ma pioche à lire de novembre. Ensuite, dans mes lectures en cours, j'ai ces 2 romans-là, ces 2 Cozy Mystery. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. D'habitude, parce qu'en fait, j'ai toujours 2 ou 3 lectures en cours. J'ai souvent une lecture audio, une lecture papier, et ça m'arrive d'avoir en plus une lecture sur liseuse. Donc ça, c'était mes 3 lectures, papier, liseuse et audio. Mais en fait, je m'arrange toujours pour que ce soit dans des genres différents, pour pas que je me perde un petit peu dans les histoires. Et là, je sais pas, j'ai pas fait attention. Donc, du coup, voilà mes 2 lectures en cours. Ce sont un tome 2 et un tome 3 d'une saga de Cozy Mystery. Donc, je vous en parlerai plus tard. Et dans ma pioche à lire de novembre, vous avez aussi ces 2 romans de... je ne sais pas si on dit Sangu ou Sangu. Je vais dire Sangu parce que je trouve ça un peu plus sympa. Sangu Mandana. Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcière. Donc ça, c'est le livre qu'on propose avec Lauriane dans le cadre du Read Together de novembre. Et La société très secrète des sorcières extraordinaires. Donc ça, c'est son premier roman et ça, c'est son deuxième. Donc j'aimerais lire les 2 au mois de novembre parce qu'en fait, au mois de décembre, je vais passer en mode hiver avec les romances de Noël, etc. Et en fait, je trouve que ces 2 romans, ça fait vachement automne. Donc si je les lis pas là, ça veut dire que je les lirai l'année prochaine et j'ai pas forcément envie de les laisser encore traîner une année. Et je me suis mis dans ma pioche à lire de novembre ce roman de Petroni Rostania que je lui avais pris au Salon du Livre de Lens, qui est Comment te croire. Alors pourquoi je l'ai mis dans ma pile à lire de novembre, c'est que je vais passer un peu plus de 2 jours avec Laura du Conte Les mots des autres. On va se retrouver sur Paris. Et je lui ai offert ce livre pour son anniversaire en avril. Et j'avais pour idée de lui proposer de faire une lecture commune. Donc là, je lui ai proposé tout à l'heure, j'ai pas encore eu de réponse. J'avais pour idée de faire une lecture commune sur ce livre-là pendant qu'on était ensemble. Je me suis dit, tiens, le soir, si on se fait un petit moment lecture, ça pourrait être sympa de lire le même livre. Et comme ça, on pourra échanger au fur et à mesure. En plus, il s'agit d'un polar, donc je me dis que il y aurait de quoi faire. Et c'est un livre qui est assez court puisqu'il fait moins de 300 pages.
Je dis pas qu'on pourra lire sur les 2 jours parce qu'on va pas faire que lire, clairement on sera en plein Paris, on aura plein d'autres choses à faire. Mais quand même, pourquoi pas s'octroyer des moments de lecture toutes les deux. Voilà, je verrai ce qu'elle me propose. Donc voilà ma pile de livres à lire pour novembre, en sachant que j'aurai sûrement pas le temps de tout lire parce que j'ai peu de temps de lecture, parce que je lis comme un escargot et que clairement, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que du coup, en termes de contenu, j'ai moins de choses à vous proposer. Mais soit, c'est mon rythme actuel. Donc, hop, voilà ma petite pioche à lire de novembre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, puisque je vous ai parlé donc de mes lectures de septembre et d'octobre. Je vous ai quand même parlé de pas mal de romans. Je vous ai montré ma pioche à lire de novembre. Je vous ai montré aussi mes dernières réceptions. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos dernières lectures, ce que vous en avez pensé. Moi, je suis sur un moment, je trouve, où je suis assez, pas mitigée dans mes avis, mais ça fait un petit moment que j'ai pas eu de lecture qui m'a vraiment fait cet effet de waouh, j'adore lire en fait. Vraiment, pour que je me sente bien, il faut que je lise ce genre de livre. Voilà, j'ai pas eu d'énormes coups de cœur après, à part après elle de. Non, c'est à part, pardon, Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid, mais ça fait un petit moment du coup que je l'ai lu. Voilà, j'ai hâte de retrouver une lecture qui m'embarque réellement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes aussi un petit peu dans ce mood-là, d'entre-deux. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu des coups de cœur dernièrement. Et puis, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit emoji. Ça peut être une feuille pour célébrer l'automne avant qu'on bascule un petit peu dans un mood un peu plus hivernal. Voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite en tout cas une belle journée ou une belle soirée en fonction de votre moment de visionnage. Et surtout, comme d'habitude, je vous souhaite de continuer de prendre de plaisir à lire.